Je n'aurais jamais cru qu'une boîte en carton posée sur une étagère poussiéreuse pourrait effacer 50 ans de certitude en une seule soirée. Je m'appelle Jacques Morel, j'ai 82 ans, et je pensais connaître ma femme mieux que je ne me connaissais moi-même. Je me trompais. Marguerite est morte un mardi matin, au début du mois d'octobre. Il faisait ce froid doux et trompeur qu'on a parfois à l'automne, ce froid qui ressemble encore à l'été si on ne fait pas attention. Elle avait 79 ans et elle est partie dans son sommeil, sans bruit, comme elle avait vécu la plupart de sa vie. Tranquillement. Sans déranger personne. Ce matin-là, quand je me suis réveillé et que j'ai posé ma main sur son bras pour lui dire que le café était prêt, j'ai compris tout de suite. Je n'ai pas crié. Je suis resté assis au bord du lit un long moment, et j'ai regardé par la fenêtre les arbres de notre jardin qu'elle aimait tellement. Nous étions mariés depuis 53 ans. Les enfants sont venus pour l'enterrement, nos 2 fils, Michel et Bernard, leurs femmes, les petits-enfants. La maison était pleine de gens pendant 4 jours, et pendant 4 jours je n'ai pas eu le temps de vraiment penser. Il y avait toujours quelqu'un à remercier, quelqu'un à embrasser, quelqu'un qui voulait me raconter un souvenir de Marguerite. Ses amis du village pleuraient en tenant ma main. Le curé a parlé d'elle avec beaucoup de gentillesse. Et moi, j'étais là au milieu de tout ça, debout, correct, comme on doit être quand on est le mari. C'est le soir du 5e jour, quand tout le monde est reparti, que tout a changé. La maison était silencieuse d'une façon que je n'avais jamais connue. Pas le silence des nuits normales, quand Marguerite dormait à côté et que j'entendais sa respiration régulière. Un silence d'une autre nature. Plat. Définitif. Je me suis promené de pièce en pièce sans vraiment savoir ce que je cherchais. J'ai ouvert le réfrigérateur. Je l'ai refermé. Je me suis assis dans le fauteuil du salon où elle s'asseyait toujours pour lire, et j'ai senti son absence de façon si concrète, si physique, que j'ai dû me lever. C'est là que j'ai décidé de commencer à ranger ses affaires. Non pas parce que j'étais prêt, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de cette nuit-là. J'ai commencé par son armoire. Ses robes, ses pulls soigneusement pliés, ses foulards qu'elle collectionnait depuis des années. Chaque chose que je touchais avait encore son odeur, ce mélange de lavande et de quelque chose de plus léger que je n'ai jamais pu nommer. J'ai tout posé sur le lit avec soin. Je n'étais pas pressé. Il était environ 9 heures du soir et je savais que je ne dormirais pas de toute façon. Au fond de l'armoire, derrière une pile de couvertures que nous n'utilisions plus, j'ai trouvé la boîte. Ce n'était pas une belle boîte. Une boîte ordinaire de chaussures, fermée avec un élastique qui s'est cassé quand j'ai essayé de l'enlever tellement il était vieux et desséché. J'ai pensé d'abord que c'était des photos, des vieilles photos, parce que Marguerite gardait des photos un peu partout dans la maison sans jamais vraiment les classer. Mais ce n'étaient pas des photos. C'étaient des lettres. Des dizaines de lettres. Toutes manuscrites, sur du papier fin qui avait jauni avec les années. Et par-dessus les lettres, un petit carnet à couverture bleue que je n'avais jamais vu. Je me suis assis sur le bord du lit avec la boîte sur les genoux, et pendant un moment je n'ai rien fait. Je regardais les enveloppes sans les toucher. Il y avait quelque chose dans la façon dont elles étaient conservées, avec une telle application, avec un tel soin, qui me disait que ce n'était pas anodin. Marguerite ne gardait pas les choses sans raison. Elle était une femme pratique. Elle jetait ce qui ne servait plus. La première lettre que j'ai ouverte était datée du printemps 1962. Nous n'étions pas encore mariés. Nous nous fréquentions depuis quelques mois seulement. L'écriture était celle d'un homme, une écriture penchée et appliquée, et le prénom au bas de la page était Édouard. Je ne connaissais aucun Édouard dans la vie de Marguerite. En 53 ans de mariage, ce prénom n'avait jamais été prononcé une seule fois entre nous. J'ai lu cette lettre lentement, debout maintenant, sous la lampe de chevet. Et puis j'en ai lu une deuxième. Et une troisième. Et je ne me suis plus arrêté jusqu'à ce que j'ai lu la dernière, qui était datée de l'été 1971, 9 ans après notre mariage, 7 ans après la naissance de Michel. Ce qu'Édouard écrivait à ma femme dans ses lettres, je vais vous l'expliquer simplement, parce que c'est ce qu'il mérite. Édouard était le fils d'une famille de la région que la famille de Marguerite connaissait bien. Ils s'étaient rencontrés quand ils avaient tous les deux 16 ou 17 ans. Et ils s'étaient aimés d'un amour de jeunesse, le genre d'amour dont on ne mesure pas tout de suite la profondeur parce qu'on est trop jeune pour savoir ce que c'est. Quand Marguerite avait 20 ans, son père avait décidé qu'Édouard n'était pas un bon parti. Pas pour des raisons mesquines, en tout cas pas selon les standards de l'époque. La famille d'Édouard avait des problèmes d'argent, le père d'Édouard était malade,
et le père de Marguerite avait peur pour l'avenir de sa fille. C'était comme ça que ça se passait en ce temps-là dans beaucoup de familles. On aimait ses enfants à sa façon, et sa façon c'était souvent de décider à leur place. Et c'est là que je suis apparu dans l'histoire. Moi, Jacques Morel, 24 ans à l'époque, qui travaillait déjà bien, qui avait un avenir correct, et dont les parents étaient des amis des parents de Marguerite. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait eu un Édouard. Je ne savais pas que Marguerite était venue à notre première rencontre avec un chagrin qu'elle portait depuis des mois. Je pensais simplement que j'avais eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire. Et je l'avais eue, cette chance. Je ne me suis pas trompé là-dessus. Mais la vérité, c'est que cette femme extraordinaire avait été brisée avant de me rencontrer, et qu'elle avait mis des années à se reconstruire, et que cette reconstruction, je ne l'avais pas vue parce qu'elle l'avait faite en silence, seule, sans me rien demander. Dans ses lettres, Édouard lui demandait si elle était heureuse. Il lui demandait si elle avait fait le bon choix. Pas de façon cruelle, pas pour la culpabiliser, mais avec une vraie douleur derrière chaque mot. Il lui disait qu'il pensait à elle. Il lui donnait des nouvelles de sa vie, de son travail, il avait fini par s'installer dans une ville du Sud. Il ne lui demandait pas de revenir. Il ne lui demandait pas de quitter sa vie. Il lui demandait juste de lui donner signe de vie, parce que ne pas savoir si elle allait bien était pour lui plus difficile que tout le reste. Et Marguerite lui avait répondu. Pas à chaque lettre, mais plusieurs fois. Ses réponses n'étaient pas dans la boîte, bien sûr. Mais certaines lettres d'Édouard y faisaient référence, et je pouvais reconstituer ce qu'elle avait écrit à travers ce qu'il lui répondait. Elle lui avait dit, dans une de ses lettres, que sa vie était bonne. Que son mari était quelqu'un de bien. Qu'elle n'avait pas de regrets. Et Édouard lui avait répondu qu'il était content pour elle, qu'il lui souhaitait tout le bonheur du monde, et qu'il comprenait si elle ne voulait plus lui écrire. La dernière lettre qu'il lui avait envoyée, celle de l'été 1971, était courte. Elle disait simplement qu'il s'était marié lui aussi, qu'il avait une petite fille, qu'il allait bien, et qu'il gardait son souvenir comme on garde quelque chose de précieux mais de terminé. Et il lui disait au revoir pour de bon, pas avec de la colère, pas avec de l'amertume, mais avec une sorte de dignité tranquille qui m'a serré la gorge quand je l'ai lue. Après cette lettre, il n'y en avait plus d'autre. J'ai posé la boîte sur la table de nuit et je me suis levé. Je suis allé à la cuisine, je me suis fait un verre d'eau, et je suis resté debout devant la fenêtre à regarder le jardin dans le noir pendant je ne sais pas combien de temps. Ce que je ressentais était difficile à nommer. Ce n'était pas de la jalousie. C'était trop tard pour la jalousie, et de toute façon la jalousie c'est une émotion pour les vivants, pour les situations qu'on peut encore changer. Ce n'était pas non plus de la trahison. Marguerite ne m'avait pas trompé. Elle avait gardé des lettres d'un homme qu'elle avait aimé avant moi, d'un amour qui avait été interrompu brutalement, et elle avait répondu à ces lettres pendant quelques années parce que c'est ce que font les gens qui ont du cœur quand quelqu'un leur tend la main avec sincérité. Ce que je ressentais, c'était autre chose. Une tristesse pour elle. Pour la jeune femme de 20 ans qu'elle avait été, qu'on avait privée d'un choix, et qui avait refermé une partie d'elle-même très tôt et n'en avait plus jamais parlé. Pas à moi. Pas à personne, apparemment. Elle avait mis ses lettres dans une boîte, elle les avait rangées au fond de l'armoire, et elle avait fait sa vie. Notre vie. C'est là que j'ai pris le petit carnet bleu. Ce carnet, contrairement aux lettres, était récent. L'écriture était celle de Marguerite dans ces dernières années, une écriture un peu moins assurée qu'avant, mais toujours reconnaissable. La première date dans le carnet était de il y a environ 8 ans. Elle avait commencé à écrire dedans quelque temps après son premier séjour à l'hôpital, quand les médecins nous avaient dit qu'elle avait un problème au cœur qui nécessiterait une surveillance régulière. Ce n'était pas un journal. Pas vraiment. C'était davantage une suite de pensées écrites par fragments, certains jours quelques lignes, d'autres jours plusieurs pages. Et en lisant ce carnet debout dans la cuisine à minuit passé, j'ai découvert le vrai visage de ma femme. Pas le visage caché d'une étrangère. Le visage intérieur d'une femme que j'avais cru connaître et que je connaissais infiniment moins bien que je ne le pensais. Elle écrivait sur nous. Sur notre mariage. Sur les années. Elle écrivait sur les moments de bonheur, les petits moments quotidiens que je ne lui avais jamais entendu mentionner parce que dans la vie de tous les jours on ne dit pas forcément ce qui compte, on le vit et puis ça passe. Elle écrivait sur un matin de novembre où j'étais rentré de chez le médecin avec une mauvaise nouvelle, une simple chose bénigne finalement, et elle décrivait comment elle s'était assise dans la voiture garée devant la maison et avait pleuré 10 minutes avant d'entrer, parce qu'elle avait eu peur,
une peur panique à l'idée de me perdre, et qu'elle ne m'en avait rien dit pour ne pas m'inquiéter. Elle écrivait sur Michel et sur Bernard, sur ce qu'elle avait ressenti quand ils étaient petits, sur les angoisses du soir quand ils avaient de la fièvre, sur la fierté qu'elle avait à les voir grandir. Des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute, ou si rarement, pas de cette façon, pas avec cette profondeur. Et elle écrivait sur Édouard. Pas souvent. Quelques fois seulement. Elle écrivait qu'elle avait pensé à lui parfois sans vraiment comprendre pourquoi, et qu'avec les années elle avait réalisé que ce qu'elle avait ressenti pour lui à 17 ans, c'était réel, mais que c'était aussi très loin d'elle désormais, comme quelque chose appartenant à une autre personne. Elle écrivait qu'elle espérait qu'il avait eu une belle vie. Et elle ajoutait, dans une phrase courte qui m'a arrêté net, qu'elle ne regrettait rien de la vie qu'elle avait eue, parce que cette vie l'avait amenée à m'aimer vraiment, pas par obligation, pas par résignation, mais vraiment, avec le temps, avec la confiance, avec tout ce qui construit un amour solide entre deux personnes qui décident de rester. J'ai dû relire cette phrase plusieurs fois. Je suis resté assis à la table de la cuisine jusqu'à l'aube. Je lisais et je relisais ce carnet. Et plus je lisais, plus je me rendais compte d'une chose que je n'aurais jamais imaginée. Marguerite avait eu une vie intérieure immense que je n'avais presque jamais touchée. Pas parce qu'elle me l'avait cachée volontairement, pas par mensonge, mais parce que c'est quelque chose que je n'avais pas cherché. J'avais été un bon mari, je crois. Présent, fidèle, attentionné à ma façon. Mais je n'avais pas été curieux d'elle. Pas vraiment. Pas assez. Je lui avais demandé comment elle allait, si elle était heureuse, si elle manquait de quelque chose. Je ne lui avais pas demandé ce qu'elle pensait la nuit quand elle n'arrivait pas à dormir. Je ne lui avais pas demandé quels étaient ses regrets. Quelles étaient les peurs qu'elle gardait pour elle. Ce qu'elle avait ressenti vraiment le jour du mariage de Bernard, ou le jour où sa mère était morte, ou le jour où elle avait appris qu'elle ne pourrait probablement pas avoir d'autres enfants après Bernard. Ces choses-là, elle les avait écrites dans son carnet. Pour elle-même. Parce qu'elle avait besoin de les mettre quelque part, et qu'elle n'avait pas eu de lieu où les mettre dans notre vie commune. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas la mienne non plus, pas entièrement. C'était la façon dont nous avions été élevés, la façon dont les couples fonctionnaient à notre génération. Les hommes ne posaient pas ces questions-là. Les femmes ne s'attendaient pas à ce qu'on les pose. On s'aimait à travers les gestes, à travers la présence, à travers la vie pratique partagée. Et c'est une forme d'amour qui a sa valeur, qui est réelle, mais qui laisse beaucoup de territoire inexploré entre deux personnes. Quand le soleil s'est levé sur le jardin, j'ai refermé le carnet. Je suis sorti sur la terrasse avec mon café, et j'ai regardé les rosiers qu'elle avait plantés il y a une vingtaine d'années. Ils étaient taillés avec soin, même maintenant, parce qu'elle les avait taillés au début de l'été comme elle le faisait chaque année. Ces rosiers continueraient de fleurir le printemps prochain sans qu'elle soit là pour les voir. Et il y avait dans cette idée quelque chose de douloureux et de beau en même temps. J'ai pensé à ce mot, mensonge, que je m'étais peut-être dit pendant la nuit en découvrant la boîte. Ce mot ne tenait pas. Ce n'était pas ça. Marguerite ne m'avait pas menti. Elle avait eu une vie avant moi qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de me raconter en détail parce qu'à l'époque où nous nous étions mariés on ne racontait pas tout, on commençait une vie nouvelle et on laissait l'ancienne là où elle était. Et elle avait eu une vie intérieure pendant notre mariage qu'elle n'avait pas partagée entièrement parce que les mots pour ça, entre nous, n'avaient jamais vraiment existé. Ce que j'avais découvert n'était pas le vrai visage d'une femme que j'aurais dû fuir. C'était le vrai visage d'une femme bien plus complexe, bien plus profonde, bien plus seule parfois que je ne l'avais cru. Une femme qui avait pleuré dans sa voiture par peur de me perdre et qui était rentrée en souriant parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Une femme qui avait mis ses douleurs dans un carnet bleu parce qu'il n'y avait pas eu d'autre endroit pour elle. Et ça, cette découverte, m'a rempli de quelque chose qui n'était pas de la culpabilité, même si la culpabilité était là aussi en bordure. Ce qui m'a rempli surtout, c'était une sorte de respect tardif, immense et un peu déchirant, pour la vie entière qu'elle avait menée à l'intérieur d'elle-même pendant que nous vivions côte à côte. J'ai rappelé Michel ce matin-là pour lui parler de la boîte et des lettres. Je ne lui ai pas tout dit, pas les détails. Mais je lui ai dit que j'avais découvert que sa mère avait eu une histoire avant moi, et que ça m'avait fait réfléchir. Michel a été silencieux un moment, et puis il m'a dit quelque chose d'inattendu. Il m'a dit que sa mère lui avait parlé, quelques années avant sa mort, d'un amour de jeunesse qu'on lui avait interdit. Qu'elle lui en avait parlé calmement, sans amertume, et qu'elle lui avait dit que ça l'avait rendu plus sage sur la façon dont les parents doivent laisser leurs enfants choisir. Ma femme avait confié ça à mon fils. Pas à moi.
Et Michel l'avait gardé pour lui parce qu'il avait pensé que ce n'était pas son histoire à raconter. Je ne lui en ai pas voulu. Il avait raison. Depuis ce soir-là, j'ai relu le carnet plusieurs fois. Pas dans un esprit de douleur, mais dans un esprit de connaissance. Comme on relirait des lettres d'un ami disparu pour mieux comprendre qui il était vraiment. Marguerite est encore plus présente pour moi maintenant qu'avant sa mort, ce qui est paradoxal mais c'est ainsi. Je la connais mieux morte que je ne la connaissais vivante, et cette pensée me rend à la fois triste et reconnaissant. Ce que cette nuit m'a appris, et je ne le dis pas comme une leçon, parce qu'à 82 ans on n'est plus en mesure de donner des leçons à qui que ce soit, ce que cette nuit m'a appris c'est que les gens qu'on aime le plus sont souvent ceux qu'on regarde le moins attentivement, parce qu'on pense les connaître et qu'on arrête de chercher. On s'installe dans une image qu'on a construite d'eux, et on oublie que cette image n'est qu'une partie de la réalité. Le reste continue de vivre, en eux, en silence, dans des carnets bleus posés au fond des armoires. Si j'avais posé à Marguerite, à n'importe quel moment de nos 53 ans, les questions que je me pose maintenant, je crois qu'elle m'aurait répondu. Elle n'était pas fermée. Elle n'était pas secrète par nature. Elle était simplement une femme qui ne s'offrait pas, qui attendait qu'on vienne vers elle avec une vraie curiosité, une vraie envie de savoir. Et moi, je n'y suis pas allé assez souvent. La boîte est maintenant dans mon bureau. Je ne l'ai pas jetée. Je ne la jetterai pas. Elle fait partie d'elle, et donc elle fait partie de ce que j'ai à garder. Certains soirs je l'ouvre et je regarde les lettres sans les relire, juste pour me rappeler quelle a été cette jeune femme de 20 ans à qui on a pris quelque chose, et qui a néanmoins construit quelque chose de solide et de vrai avec moi, malgré tout. Je ne sais pas si elle était heureuse. Je veux dire vraiment heureuse, dans les profondeurs où on ne montre rien. Je crois qu'elle l'était, en grande partie, parce que son carnet le dit, et elle n'aurait pas eu de raison de se mentir à elle-même dans ces pages que personne ne devait lire. Mais je crois aussi qu'il y avait en elle une solitude que je n'ai pas su voir, et que cette solitude aurait peut-être été moins grande si j'avais été plus attentif. C'est ce que je vis maintenant, dans cette maison silencieuse. Pas du regret, pas exactement. Plutôt une vigilance nouvelle, inutile puisqu'elle est partie, mais là quand même. Une conscience de ce que signifie vraiment partager une vie avec quelqu'un. Ce n'est pas simplement vivre sous le même toit, manger ensemble, élever des enfants ensemble, vieillir ensemble. C'est aussi, et peut-être surtout, se demander régulièrement ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Ce qu'il porte. Ce qu'il tait. Ce dont il aurait besoin qu'on lui demande. Marguerite est partie un mardi matin d'octobre, dans le calme, sans bruit, comme elle avait vécu. Et elle m'a laissé, sans le savoir, la chose la plus précieuse qu'elle aurait pu me laisser. Pas des lettres d'un autre homme. Pas des secrets. Elle m'a laissé la connaissance de qui elle était vraiment. Complètement. Et avec ça, elle m'a appris comment j'aurais dû l'aimer.